Ok, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de mon jardin de façade. Tu vois, ma maison, la rue, l'allée de voiture. Ici, c'était du gazon il y a quoi? Il y a 4 ans. Le premier truc que j'ai fait, c'est d'avoir mis des arbres fruitiers. Ouais, c'était tout petit, hein, c'était comme ça. Hein. Et encore, celui-là, c'est le plus petit. Donc, c'est pommier, poirier, prunier qui fait sa première production cette année. Je te montre. Trop cool. Moi, j'en ai goûté une, elle n'était pas prête encore, donc c'est pas terrible. J'espère qu'elles vont être bonnes quand même. Bon, moi je voulais te montrer un petit peu, parler un peu de fertilité. C'est possible d'avoir un potager, d'avoir des plantes nitrophiles, donc qui bouffent beaucoup d'azote, en façade, sans engrais. Alors je t'explique un petit peu comment je fais. Tu vois, j'ai une citrouille qui est là. J'ai pas mal de tomates. Alors tu vois que c'est des petites tomates, hein. On est plutôt dans les tomates cerises. Là j'en avais plein aussi, je les ai cueillies là. J'ai la cerise de terre aussi, je te montre la cerise de terre. Voilà, donc tu vois, ça fait un plan. Il n'est pas énorme, mais c'est vraiment cool, je trouve, pour le sol que j'avais là. Et sans engrais toujours. Hein. Alors comment je fais? Moi, tout ce que j'amène, bah, c'est mon petit pot avec lequel je cueille les tomates. Qu'est-ce que je fais? C'est simplement un apport de carbone. Donc je ramène des feuilles, je ramène de la paille. Je ramène des copeaux de bois, ce que je peux trouver chez les allégueurs, donc c'est pas toujours du BRF, mais c'est pas grave, c'est vraiment du carbone qui va se décomposer. J'avais un peu de compost aussi que j'ai mis en début de saison, pas beaucoup, une petite poignée par plant, pour l'aider à démarrer un petit peu. Et puis dans mon compost j'ai aussi le fumier de poule, je mets tout dedans, je mélange tout moi. Ok, donc voilà moi ce que je veux te montrer, et c'est vraiment mon approche à moi, c'est que c'est possible de faire pousser des plantes comme ça sans rien leur apporter. Ça veut dire qu'elles vont se nourrir pas seulement de nitrate qui pollue et qui est très lessivable dans le sol, mais aussi d'ammonium, okay, qui est une forme d'azote qui est plus structurée, qui reste dans le complexe argilo-humique et donc qui reste plus dans le sol, qui ne va pas dans les nappes phréatiques, qui ne pollue pas. Ça fait pas des énormes plants, mais ça fait des plants en bonne santé. J'ai pas de maladie avec ça, ok. Pas de mildiou, même s'il pleut beaucoup, pas de mildiou, pas de rien. Enfin, en même temps, je dis ça, mais tu vois, j'ai mes courges qui commencent un petit peu à flétrir, mais en même temps, c'est la saison. Ça fait une très belle plante toute la saison, puis là, fin août, il a commencé à flétrir un petit peu. Ça m'inquiète pas plus que ça. Moi, je trouve que c'est vraiment de saison. La citrouille, elle est là, elle est belle, tu vois, donc tout va bien. Mais au niveau des tomates, aucun problème. Donc comme je te disais, moi je travaille avec la fertilité naturelle de mon sol et ça me permet de voir en fait l'état du sol. Donc ça c'est la première année que je parviens à refaire ça. Ces plates-bandes, elles ont à peu près 3 ans. Mais regarde, j'avais d'abord connecté mes arbres comme ça. J'ai juste fait une ligne comme ça en boucle qui va jusqu'à l'arbre là. Mais j'avais pas fait toute cette partie là. Donc on le voit très bien, c'est que là où j'ai planté dans la ligne que j'avais faite il y a 3 ans, je peux avoir des tomates. Ici, j'ai planté une tomate, tu vois, c'est vraiment pas loin, hein, même pas à 1 mètre. Mais ce sol-là, je l'ai préparé il y a 2 ans, donc il n'est pas encore prêt. Et tu vois que le plan que j'ai, ils sont pas terribles, les tomates sont pas du tout prêtes. Donc là, le sol, il n'est pas prêt encore. Le cycle de la fertilité, il s'est pas naturel, hein, il s'est pas encore mis en branle. Ça marche pas. Regarde, ici, j'ai un autre plan, pareil, tu vois, il est pas terrible. Et c'est probablement la même fertilité ici, et malgré une fertilité qui n'est pas excellente, j'ai quand même de nombreuses cerises de terre, quoi, qui elle aussi est une plante plutôt nitrophile. Ce qui fait intéressant, c'est que là pareil, j'ai commencé il y a 2 ans seulement ces plates-bandes là, mais j'avais plein de trèfles rouges, tu vois, on voit le trèfle rouge là qui reste encore un petit peu, et au milieu, pareil, j'ai aussi mis des cerises de terre, tu vois, elles sont là, mais ce plan là est beaucoup plus gros. Tout simplement parce qu'il est en association avec du trèfle rouge, le trèfle rouge qui fixe l'azote de l'air. Enfin, qui est copain avec une bactérie qui, elle, fixe l'azote de l'air. J'ai de la veste là aussi, qui, pareil, c'est une légumineuse. Hein. Donc ça marche vraiment bien les associations des légumineuses avec des plantes nitrophiles, comme la cerise de terre. Donc c'est un bon truc à retenir, c'est d'avoir du trèfle un peu partout. Tu vois, moi j'ai du trèfle partout, même sur mes chemins, c'est que du trèfle. Et puis j'avais naturellement du trèfle rouge qui est venu se mettre là. Mais je pourrais mettre d'autres choses. Hein. Je pourrais mettre la luzerne en début de saison. Je pourrais mettre même des haricots, des petits pois, qui sont des plantes qui vont
s'allier avec la bactérie qui fixe l'azote de l'air. Tiens, regarde, plein de petites tomates. Ça, c'est des tumbling tom, j'adore. Vraiment, vraiment excellente, je trouve. Toutes petites, pleines de goût, et ça produit bien. Bah, là, j'en ai enlevé plein, hein, tu vois, mais ça produit vraiment bien. Donc, déjà, le truc à savoir, voilà, c'est que ça prend à peu près 3 ans pour avoir la fertilité. Pourquoi? Parce que les colonies de vers de terre mettent à peu près 2 ans et demi pour se mettre en place. Donc ça veut dire que pendant 2 saisons, le cycle de la fertilité n'est pas encore mis en place. Et c'est après 2 ans et demi que le cycle est vraiment en place et que là la fertilité est présente. On le voit bien si on compare donc cette plante-là avec celle qui était là. Qu'est-ce que je fais? C'est simplement à l'automne, je ramène autant de carbone que je peux. Je récupère toutes les feuilles des voisins. Qui vont se décomposer. Après je mets aussi du BRF, des copeaux de bois, et puis maintenant je mets de la paille beaucoup. Et rien qu'avec ça j'ai un bon sol. On peut aller voir, je sais pas à quoi ça va ressembler le sol. Ça fait il pleut plus trop ici au Québec. Je vais juste te montrer rien que la structure en surface. Je sais pas si tu vois bien, mais j'ai pas un sol plat. Tu vois, on voit les turicules de vers de terre là. Tu vois les espèces de petites boules comme ça là, c'est les cacas de vers de terre qui font leur galerie. Tu vois, j'ai un sol qui est grumeleux là en surface. Puis quand je touche, voilà, il est frais, il est un petit peu humide, donc il garde l'humidité. On voit encore des feuilles, c'est super, on voit de la paille. Et puis c'est important d'avoir, pour que fonctionne la fertilité, c'est une chose de mettre du carbone. Okay. Le carbone finalement c'est juste la nourriture pour la vie du sol. Donc ça fait venir les champignons, ça fait venir les vers de terre, ça fait venir les bactéries. Une fois que tu as ces 3 éléments là, et puis beaucoup d'autres, hein, mais on va dire que si je schématise, c'est ça. Et si tu as ça, en fait, tu vas avoir le cycle de la fertilité. Si tu avais juste des bactéries, par exemple, tu n'aurais pas de quoi faire des galeries dans le sol. C'est les vers de terre qui vont faire les galeries. Dans les galeries, qu'est-ce qui se passe? L'air peut rentrer, les racines peuvent rentrer, l'eau peut rentrer. Donc il crée un peu la porosité. Mais il y a tout un tas d'insectes qui créent la porosité de ton sol. Donc ton sol il doit être poreux à peu près à 50%. Ça, c'est un bon sol en fait. Et donc c'est composé de terre et de vide en fait, quoi. Et dans ce vide il y a de l'air, il y a de l'eau. Et dans ce vide vient rentrer des racines de plantes, mais aussi des racines des mycéliums, les champignons en fait. Ce qu'il y a, c'est que dans les gros trous viennent les grosses racines, d'accord. Et puis dans les trous, on va dire moyens, les radicelles de ces racines, qui sont des plus petites racines. Mais il y a tout un tas de petites micro-porosités dans lesquelles seulement les champignons, les mycéliums vont pouvoir rentrer. Et donc les mycéliums qui vont se connecter aux autres racines, faire le phénomène de mycorhisation. Donc ça veut dire que les mycéliums vont se connecter aux racines des arbres et aller chercher l'humidité et les nutriments que les arbres et les plantes ne peuvent pas aller chercher. Ça, c'est un truc super important. Dis-toi que les arbres ils sont capables d'aller chercher 50% à peu près de l'eau dans le sol. Et pareil pour les nutriments, et le reste, ça va être les champignons. Donc c'est hyper important d'avoir aussi des champignons. Les champignons, ça mange du carbone. Donc voilà pourquoi il ne faut pas juste mettre de l'azote dans ton sol, mais aussi du carbone. Et je veux dire, l'azote il vient naturellement avec les pluies, ok. Donc si tu mets juste du carbone, ça marche très bien, ça va juste être un petit peu lent. Mais tu veux mettre de l'azote pour compenser un petit peu, pour descendre un petit peu ton C sur N. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu mets plus d'azote, ça va se décomposer plus vite, c'est ça que ça veut dire en fait. L'azote qui permet à la vie du sol de se développer, et le carbone qui est la nourriture de la vie du sol. Si tu as juste la nourriture et qu'elle ne peut pas se développer, ça va prendre beaucoup de temps à se décomposer. Si tu n'as que de l'azote, la vie peut se développer, mais il n'y a rien à manger, donc elle ne reste pas. Donc il y a un équilibre à trouver. On dit que l'équilibre est à peu près un C sur N de 30. Je te laisse regarder ce que c'est le C sur N, rapport carbone-azote. Mais n'hésite pas à mettre beaucoup plus. Enfin, tu peux aller sur 60 facile. Au-delà ça commence à être ralenti un petit peu. C'est pour ça que le BRF il est toujours à peu près à 50, 60, un bon BRF quoi. Donc dans l'idéal, voilà, C sur N de 60. Je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc c'est très bien, mais le carbone, mais c'est la moitié de la fertilité. L'autre moitié, ça va être les plantes. Il faut aussi les plantes qui vont faire de la racine. Les racines, donc les plantes qu'il faut laisser pousser, il ne faut pas commencer à tondre. Regarde par exemple ici, bon ça c'est l'huile terrestre, ça ne fait pas vraiment de la racine, mais ça garde l'humidité. Mais dans tous les cas, toutes les choses qui vont se pousser spontanément, moi je les laisse, parce que ça fait de la racine. Okay, voilà, j'ai du pissenlit, c'est parfait, ça fait de la grosse racine qui vient décompacter mon sol. Tu laisses ça 2-3 ans et après tu n'auras plus jamais de pissenlit. De toute façon c'est autre chose qui va venir parce que le pissenlit aura fait son travail de décompaction de ton sol. Là il y a du laitron,
etc. Ce qui sont des plantes vraiment de sol compact, et d'ailleurs ça pousse sur mes chemins. Bon, après, pas que sur mes chemins, c'est assez drôle. Tiens, regarde, je te montre le pissenlit. Donc là où j'ai fait ma plate-bande, qui a 3 ans, très peu de pissenlit, on en voit un petit peu là, alors que là, qui sont vraiment les dernières plates-bandes que j'ai faites, là je pense que c'est même 1 an, là, j'ai fait ça cette année ou l'année passée, je sais plus, c'est couvert de pissenlit. Il faut le laisser, laisse-le 2-3 ans, et puis il n'y en aura plus jamais en fait, il y aura ça. Et autre chose qui va pousser, spontanément. Bon voilà, ça c'est pour les plantes bioindicatrices, si tu ne connais pas trop, moi j'adore ça. En fonction des caractéristiques de ton sol, des plantes bien particulières, spécifiques, adaptées aux conditions de ton sol vont pousser. Donc quand les pissenlits poussent, ça veut simplement dire que mon sol est compacté, qu'il n'y a pas d'air. Mais qu'il y a quand même des nitrates, et les nitrates qui sont là, ça vient simplement des engrais que les gens avaient mis ici parce qu'ils avaient une pelouse, et que la pelouse n'est pas capable d'absorber tous les engrais qu'on lui met. Donc c'est le sol qui capte tout ça. Bon. Pourquoi il faut de la racine aussi? Parce que la racine, elle nourrit en continu la vie du sol. Elle vient perforer ton sol en profondeur, elle vient créer des galeries, l'air peut rentrer. Après, toutes les plantes ne sont pas capables de perforer un sol argileux par exemple. C'est pour ça que dans un sol compacté, c'est plutôt le laitron ou le pissenlit qui va pousser. Mais toi, tu peux venir mettre aussi des légumineuses. Les légumineuses qui ont des racines acides, parce que c'est l'hydrogène en fait de l'ammonium qui... pardon, peut-être un peu complexe, mais comme je te disais, les légumineuses, elles s'associent avec une bactérie qui va venir transformer l'azote de l'air en azote assimilable, et il prend une forme qui a de l'hydrogène, voilà, c'est l'ammonium, c'est NH. Ok, donc NH4+, c'est ça. Voilà, j'avais un doute. Donc la plante prend l'azote N, l'hydrogène va dans les racines, c'est acide, et ça vient perforer. Okay. Donc voilà, en surface, le carbone, les vers de terre vont venir le mélanger un petit peu, mais ça prend un petit peu de temps, donc il faut de la racine aussi qui vient mettre en profondeur. Dis-toi que les plantes perdent à peu près 30% de leurs racines par an, de leur système racinaire par an, donc c'est 30% de carbone directement dans le sol qui se décompose pour la vie du sol, c'est parfait. C'est parfait. En plus, on voit que toute la vie du sol qui se trouve autour, elle respire, donc elle émet du CO2, donc il y a du carbone dans l'air autour des racines, qui est assez important. Dans le CO2, c'est 0,03%, je crois. Ici, hein, dans l'air, très peu. Mais dans le sol, ça peut aller jusqu'à 10%. 10% de l'air est constitué de CO2 quand tu es vraiment autour des racines. Et donc les racines aussi peuvent capter le carbone qui se trouve dans le sol, il est stocké dans le sol. C'est pour ça que si toi tu viens avec un rotoculteur ou un truc qui détruit le sol et donc la vie, tout le carbone qui était stocké dans le sol, il repart dans l'atmosphère. Donc grosse pollution que de retourner ton sol. Donc jamais tu retournes ton sol. Et tu vois que moi dans les plantes que j'ai tout, oui, j'ai de la tomate, mais j'ai aussi voilà, j'ai des verges d'or, j'adore, hyper mellifères, j'ai des hostas, j'ai des nepeta ici, de la catère. Ça c'est un camérisier, donc tu vois j'ai de la vivace, beaucoup de vivace, moi j'adore la vivace, là c'est de la violette qui est venue instantanément. Voilà, qu'est-ce que j'ai de l'hémérocale aussi, là, ça c'est de l'hémérocale, donc je mélange tout, je récupère un peu tout ce que je peux, et puis je le laisse surtout pour faire de la racine. Et puis le jour où moi je voudrais mettre quelque chose en particulier, je pourrais venir enlever l'hémérocale et mettre autre chose à la place. Mais c'est hyper important de densifier. Ouais, exemple, très bonne production ici où c'est dense. Ici, voilà, j'ai pas beaucoup planté. Naturellement, le pissenlit s'est mis, mais je le laisse. Parce que le sol, il doit être couvert. Mais c'est pas l'idéal, il faudrait un petit peu plus de hauteur pour avoir un peu plus de racines aussi. Voilà, sinon, ça c'est des parties ici qui marchaient plutôt bien, cette partie-là du jardin. Là-bas, ça marchait, bon là on est plus à l'ombre, ça marchait moins ici. Pourquoi? Parce que je me suis un peu moins concentré là-dessus. Et d'autre part aussi parce que j'ai eu beaucoup de limaces cette année. Tu vois ici je fais pas venir les poules, donc je nettoie pas le terrain. Enfin nettoie pas. J'ai pas des poules qui viennent limiter un peu les populations de limaces, et j'ai eu à peu près 50% de pertes sur ma production cette année. Au tout début, tu vois, quand je mets mes semis là, ils se font bouffer tous mes haricots. J'ai mis plein de haricots aussi. Je m'étais dit ok, cette partie là je vais aller à fond sur les légumineuses, mais ça marche pas. Là, j'ai quelques plants qui ont pris, mais tu vois, ils poussent pas en fait, ou à peine. Ici, j'ai semé, c'est encore tout petit. Un petit mélange que j'ai mis du seigle et du sarrasin.
Et j'ai mis, je sais plus, du seigle d'hiver, l'orge d'hiver, je sais plus, une céréale en tout cas pour l'hiver, on va voir. Parce que je veux pas d'un sol qui est nu. Oui, j'ai un petit peu de paille, tu vois, mais il est à nu. Il faut qu'il y ait de la plante dedans, il faut qu'il y ait de la racine, parce que tant qu'il n'y aura pas cette racine, qu'il n'y aura pas des plantes aussi qui vont vraiment venir protéger le sol va s'assécher. Même si j'ai un peu de paille, le sol s'assèche quand même. Et donc si j'ai un sol sec, j'ai pas de vie. Si j'ai pas de vie, j'ai pas de fertilité. Et donc ça n'avance pas dans ma fertilité. Il faut absolument que j'ai des plantes. Donc partout autour, j'ai quand même mon trèfle, ça c'est cool. Donc voilà, un bon exemple de légumineuse là, c'est la gourgane. Je les ai plantées assez tard, tu vois, c'est pour ça qu'elles sont encore petites, mais même il y en a quand même beaucoup qui sont fait bouffer. Là, tu vois, j'ai mes semis, bon, on va voir, ça va prendre. La gourgane, si tu veux commencer sur une terre qui est très dense, parce que c'était une pelouse avant par exemple, balance de la gourgane, c'est les fèves, les févroles, tout ça, ça fait des énormes racines. Tu le vois bien d'ailleurs quand tu le fais dans des pots, tu fais tes semis, après que tu enlèves ta motte, tu vois les racines, elles sont énormes, elles sont bien solides, quoi. C'est pas de la radicelle, quoi. Ça y va, c'est bien, quoi. Donc mais en plein, moi j'en ai mis très peu, trop peu, parce que j'avais mis plein d'autres choses en me disant ça va pousser aussi, mais ça n'a absolument pas pris. Donc pas beaucoup de succès sur cette partie-là du terrain. Ah mais je crois que j'ai 2 petites poires, faudrait que je les prenne, là. Je crois qu'elles sont prêtes. Elles sont belles. Pareil, ouais, c'est ça, c'est la première année que mes arbres font des fruits. Donc ça c'est une année qui n'est pas encore énorme. Voilà, j'ai 3 pommes, j'en ai 2 là, j'en ai une autre là-bas, et là j'ai 2 poires, mais elles sont prêtes là. Un peu de tablure dessus, mais je m'en fous. C'est la beauté flamande celui-là. Bon, ça chope les maladies, pareil, donc c'est pas la meilleure poirier à prendre. Prunier, lui aussi, c'est un truc que j'ai acheté en jardinerie, on n'achète jamais en jardinerie, c'était au tout début, je connaissais pas trop. Et donc je sais même pas ce que c'était comme porte-greffe, je sais même pas ce que c'est comme variété, il était marqué prunier européen, ça veut pas dire grand chose. Achète pas des trucs comme ça parce que je sais pas quel goût ça va avoir, et puis surtout celui-là il a chopé le nodule noir, donc j'ai coupé les branches qui avaient le nodule noir. Cette année j'en ai pas eu, c'est cool. Mais une fois que ton plant a chopé le nodule noir, généralement il récupère pas et puis il meurt dans les 10-15 ans. C'est une généralité, peut-être que lui il va survivre, peut-être qu'il est bien. Voilà, toujours une consoude, je mets toujours une consoude sous tous mes arbres. Consoude, toujours. Pourquoi ? Parce que le consoude c'est vraiment une plante qui fait de la grosse racine, un peu comme le pissenlit, tu vois, ça fait comme une carotte, quoi. Et puis c'est une plante qui est bio-accumulatrice, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher tout un tas de nutriments dans le sol. Il y a certaines plantes qui ont besoin que de quelques nutriments, elles sont contentes avec ça, mais la consoude c'est une des plantes qui va récupérer le plus de nutriments. Ça pousse très vite, 3 fois sur l'année je la coupe, je laisse les feuilles au sol, elles se décomposent. Et donc tous les nutriments qui se retrouvaient dans les feuilles sont restitués au sol pour les plantes aux alentours. C'est ça l'idée. Donc là on voit que j'avais acheté de la paille de blé, mais qu'en fait c'était pas du tout du blé, c'était plutôt du seigle. Paille de seigle, c'est sur N60. Paille de blé, c'est sur N150. C'est pour ça que moi je préfère un max de carbone. C'est ma camomille que j'ai pas cueillie, mais c'est pas grave, c'est joli. Donc tu vois que c'est dense, donc ouais, c'est que de la consoude, même ça aussi c'est de la consoude, ouais. J'ai des petits arbres qui poussent, mais pas grave, je les laisse. Le jour où ils deviendront gênants, je les enlèverai. Le jour où je voudrais mettre autre chose, je les enlèverai. C'est ça, tu vois, j'ai un peu de chouquel là qui est caché au milieu, il n'est pas énorme, tu vois, il s'est fait bouffer. C'est un peu mon problème que j'ai là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi ça veut dire que je devrais en mettre un petit peu plus. Plus de kale, comme ça, à un moment donné, j'imagine qu'ils auront trop à manger et qu'ils m'en laisseront. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, ça c'est mellifère, j'adore ça, le népéta, super. Et en plus c'est une plante protectrice dans le sens où elle repousse un répulsif pour certains insectes. Donc l'idée c'est de protéger mes arbres aussi en même temps. Si on regarde bien, j'avais planté quelques oignons aussi, voilà. Bon, ils ont pas vraiment donné. C'était pas une bonne année pour moi, pour mes échalotes, mes oignons. Mais voilà, tout ce qui est aliacé, ça repousse, c'est un répulsif aussi. Donc ça protège les arbres, c'est super. Quand tu fais ta guilde en permaculture, d'avoir ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais te montrer. C'est possible d'avoir une production qui va respecter la fertilité du sol. On n'est pas au-delà. Et d'avoir une production intéressante quand même. Tu vois, j'ai quand même pas mal de tomates. Là, je suis en train de cueillir tout ça. Là. Je fais une petite salade, là, ça va être sympa. J'ai pas pollué mon sol, donc il n'y a pas de nitrates qui sont partis dans la nappe phréatique. Et puis surtout,
ça me permet de voir à quel niveau de fertilité est mon sol. Là, ça marche bien. Là, ça marche pas encore très bien. Ok, donc ça veut dire que je sais que je vais devoir rajouter du carbone là à fond. Et le meilleur carbone à mettre, c'est quand même le BRF. Donc si je dis du BRF en quantité limitée, je sais que c'est là que je dois le mettre. Si je veux enclencher le cycle de la fertilité. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, c'est pas mal. Moi, je joue beaucoup aussi avec les plantes spontanées. Hein, ce que les gens veulent appeler parfois les mauvaises herbes. Moi, je laisse parce que elles poussent. Elles sont adaptées au sol. Donc, ce sont les plantes qui vont au mieux restructurer mon sol, venir le décompacter, venir résoudre tous les problèmes du sol. Ce sont les meilleurs pour ça. Mais ça plaît pas aux voisins, donc moi je me prends toujours des plaintes. Et donc cette année, voilà, j'ai eu encore la visite d'un inspecteur qui m'a demandé de couper une partie. Donc c'était beaucoup plus dense que ça quand même. Enfin beaucoup, c'était un peu plus dense que ça. Donc on voit là par terre encore, j'ai pas mal de laiterons que j'ai coupés. Et j'ai laissé quand même les verges d'or, parce que moi je trouve ça magnifique. Voilà, et c'est drôle, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais du coup j'ai tondu un petit peu le trèfle aussi. Ça pousse pas très haut, mais voilà, bon, j'ai quand même coupé juste pour les monter. Mais regarde, ta vie, il y a un chemin. Bon, je devrais pas avoir à me justifier, mais on a encore une époque ici, dans un endroit où il faut se justifier de ce que je fais dans mon jardin. Et le problème, c'est que c'était le 18 août, et après, pendant 2 semaines à peu près, il y a eu beaucoup de soleil et pas de pluie, 0. Bon, alors ça va, c'est quand même bien préservé. Moi, faut savoir un truc aussi, c'est que j'ai jamais arrosé, hein. Jamais. Donc les tomates, les courges, là, jamais mis d'eau. Non, c'est pas vrai. J'ai mis une fois de l'eau ici sur les. Justement, pendant cette période là, fin août, là, pendant 2 semaines, pas plus, grosse chaleur, 30 degrés. Là, les feuilles commençaient un peu à, tu vois, à se recroqueviller. Et donc, j'ai mis une fois, j'ai été prendre l'eau de mon container de récupération d'eau de pluie. J'ai juste arrosé une fois. Et puis, ça a été un petit peu mieux. Et puis maintenant, bon, il a repris. Et il a plu là finalement fin août, quoi. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que le fait que j'ai coupé, j'ai enlevé une partie de la protection. Le trèfle, tu vois, ça fait quand même plein de petites feuilles qui viennent protéger le sol. Et quand il y en a plein, le sol est bien protégé. Comme j'ai dû les couper là pour faire bonne impression auprès de l'inspection de la ville, le sol s'est retrouvé un petit peu à nu. Et puis tu vois que c'est un petit peu cramé. Voilà, c'est le seul endroit. Je ne sais pas pourquoi ici particulièrement, parce qu'il est un petit peu en pente. Et l'ouest est là-bas. Donc c'est peut-être un peu le soleil du soir, je sais pas très bien pourquoi là et pas ailleurs. Mais voilà. Donc voilà, tu tonds, ça crame. Donc ne tondez jamais. Si vous pouvez ne jamais tondre, ne tondez pas. Ça sert à rien. C'est juste pour remettre le sol à nu, donc le sol n'est plus protégé. Et si le sol n'est pas protégé, ça crame. Et donc ici, je vais devoir ressemer un petit peu de trèfle. J'ai pas besoin nécessairement de le faire, tu vois, mais si je veux que ce soit un peu plus dense l'année prochaine, je peux venir ressemer un petit peu de trèfle. En sachant que de toute façon, le trèfle qui était là a fait plein de fleurs, donc il a fait des graines, tu vois, tous ces petits machins là. Et puis ces graines sont retournées dans le sol. Hein. Donc normalement, il doit y en avoir, mais si je veux être sûr que ce soit bien dense, qu'il n'y ait pas trop de problèmes l'année prochaine, je peux venir remettre une petite volée. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que j'étais obligé de couper, je suis obligé maintenant de travailler encore plus pour ressemer un truc derrière. Donc c'est totalement destructeur de vouloir couper des choses. À moins que ce soit contrôlé comme ma consoude. Tu vois, je coupe la consoude. Et puis, mais je sais que c'est une plante qui repousse très vite, ok. Et puis il y a d'autres plantes autour qui peuvent protéger le sol aussi. De toute façon, j'ai un paillis là, donc c'est moins gênant. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, pareil, ici c'était pas un très bon endroit. C'est pareil, c'est une jeune plate-bande, elle a peut-être 2 ans ici. Donc il y a des tomates qui poussent, mais elles sont pas terribles, elles sont encore vertes, quoi. Tu vois, il y en a quelques-unes qui changent de couleur là. Mais c'est pas aussi dense que l'autre côté, hein. C'est pas une aussi bonne production. Donc voilà, pour moi c'est hyper intéressant de voir ça, parce que moi, ce qui pousse montre directement l'état de mon sol. Si je mettais de l'engrais partout, si je balançais, je sais pas moi, des granules voilà, de fertilisants, tout pousserait, tout serait très vert, probablement que j'aurais plein de maladies aussi. Mais je ne verrais pas l'état de mon sol parce que tout serait assez homogène. C'est parce que c'est pas le sol qui nourrit mes plantes, c'est le fertilisant que je mets dedans.
Un petit mot là, pourquoi est-ce que mettre du fertilisant ça enclenche plus de maladies? En fait l'exemple il est très simple. Si tu prends un ballon, c'est un ballon de baudruche là que tu souffles. Au début, tu as une peau qui est assez épaisse, hein, tu vois, c'est difficile de rentrer au travers, mais si tu souffles dedans, la peau, en fait, la membrane devient de plus en plus fine, de plus en plus fine, de plus en plus fine, de plus en plus fine. Et c'est la même chose avec les plantes. En fait, au plus tu la fais gonfler avec des nitrates, au plus sa protection va être petite, donc au moins elle va être efficace. Et donc elle est plus susceptible aux maladies. C'est ça en gros quoi. Alors que là, je pousse pas la plante au-delà de ses limites. Elle respecte ses limites tout le temps en fait, quoi. Et donc la production qu'elle me donne, c'est une production dans le respect d'elle-même. Voilà. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Ouais, comme je t'ai dit, tomate, zéro maladie là-dedans, quoi. Et c'est beau, c'est bien, j'aime bien, je trouve ça super. Et de nouveau, prends pas non plus n'importe quelle plante de tomate. Moi, je les ai quand même sélectionnés, mes plantes de tomates. Tu vois, c'est des trucs bio, rustiques, c'est local, c'est fait pour pousser sans pesticides. Okay. Si tu prends des semences plus, pour l'industrie agroalimentaire, ce sont des plantes qui vont produire beaucoup, donc elles sont des qualités indéniables à ce niveau-là. Mais c'est toujours au détriment d'autres choses, donc ça va être au détriment de leur défense naturelle. Et donc ça va être des plantes qui vont produire beaucoup, mais comme n'ont pas des très bonnes défenses, vont demander des pesticides, vont demander de l'engrais, des choses comme ça. Donc ça c'est des plantes, tu peux laisser tomber, parce que tu t'en sortiras jamais avec ça. Et c'est peut-être ça qui se passe avec la courge, c'est un truc que j'ai récupéré dans une jardinerie, ils avaient plein de courges partout, des citrouilles partout. Donc une qui était explosée, je me suis dit je vais venir récupérer quelques graines. Et donc je les ai récupérées, ça fait des très belles courges. Mais voilà, elle avait l'air d'avoir quelques maladies, mais elle a quand même produit. Donc on va voir. Voilà, je termine là pour aujourd'hui. Porte bien. Tchou.